Ce jour-là, dans cette église bondée, j'ai compris qu'on peut être mère toute sa vie et étrangère en une seconde. Mon fils Quentin se mariait. J'avais attendu ce jour pendant des années. J'avais choisi ma robe avec soin, un tailleur bleu marine, discret, élégant. Je ne voulais pas faire d'ombre à la mariée. Je voulais juste être là. Mais à peine entré dans la salle de réception, j'ai senti les regards, les chuchotements, et puis la mariée a pris le micro. Elle a souri à l'assemblée, ce sourire confiant des jeunes femmes qui pensent que le monde leur appartient. Et elle a dit, d'une voix claire, presque amusée, « Nous avions demandé à la mère du marié de ne pas venir aujourd'hui, mais elle a insisté. Tout le monde a ri, pas un rire gêné, non, un rire franc, complice, comme si j'étais la blague du jour. Je suis restée assise au fond de la salle, seule à ma table, en face d'un centre de table que j'avais moi-même payé, humiliée, invisible, comme si 28 ans de ma vie venaient de disparaître dans un éclat de rire. Mais pendant le toast, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je me suis levée, et j'ai dit quelque chose qui a coupé le souffle de cette jeune femme, pour toujours. Je m'appelle Mathilde Garnier, j'ai 68 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Parce que parfois, ce ne sont pas les mots qu'on dit qui changent tout, c'est ceux qu'on se retient de dire jusqu'au jour où on ne peut plus. Quentin est né un matin de mai. Il pleuvait doucement sur Paris, et je me souviens avoir pensé « cet enfant sera ma lumière ». Et il l'a été, pendant 28 ans. C'était un garçon doux, attentif, pas très bavard mais présent. On allait au marché ensemble le dimanche, il m'aidait à porter les courses, il aimait les tartes aux pommes que je faisais, toujours avec de la cannelle, jamais trop de sucre. Après la mort de son père, il y a 12 ans, Quentin est devenu tout, mon ancre, mon complice. On déjeunait ensemble chaque mercredi, on parlait de tout, de son travail dans l'immobilier, de mes amis du club de bridge, de la vie. Je me souviens du jour où il m'a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un ». Oh, il avait les yeux brillants, heureux. Et moi, j'étais heureuse pour lui. Elle s'appelait Chloé, 26 ans, cheveux blonds coupés au carré, sourire parfait, manière impeccable, issue d'une famille aisée du 16e arrondissement. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a fait la bise avec une politesse froide, comme on embrasse une tante éloignée qu'on ne reverra pas. Mais Quentin l'aimait, alors j'ai souri, j'ai posé des questions, j'ai complimenté sa robe. Et puis, petit à petit, j'ai senti quelque chose changer. Les mercredis sont devenus « Désolée maman, Chloé a prévu quelque chose ». Les appels se sont espacés, et quand je téléphonais, il me disait « Je te rappelle, là c'est pas le bon moment ». Mais il ne rappelait jamais. Un jour, j'ai croisé Chloé dans la rue, près de chez moi. Elle était au téléphone. Elle ne m'a pas vue, ou elle a fait semblant. « Spa ?» J'ai entendu sa voix claire, assurée. « Non, mais c'est bon, je gère. Elle finira par comprendre qu'elle est de trop. » Je me suis figée sur le trottoir, et j'ai compris. Elle ne parlait pas d'une collègue, pas d'une amie. Elle parlait de moi. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma cuisine devant la photo de Quentin enfant. Et je me suis demandé, comment en est-on arrivé là ? Je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Après cette phrase entendue dans la rue, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris, que Chloé parlait d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Mais une mère sait, une mère sent quand on lui arrache son enfant. Les semaines ont passé. Quentin ne venait plus déjeuner. Quand je l'appelais, il répondait par des messages courts. « Occupé, maman. On se voit bientôt. » Bientôt ne venait jamais. Un dimanche, j'ai décidé de passer chez lui, sans prévenir, juste pour apporter une tarte aux pommes, celle qu'il aimait tant. J'avais encore les clés de son appartement, celles qu'il m'avait données en me disant « Au cas où, maman, tu es toujours la bienvenue. » Je suis montée jusqu'au 3e étage, le cœur un peu lourd. J'ai sonné. Personne. Alors j'ai ouvert. L'appartement était silencieux, propre, mais quelque chose avait changé. Sur le buffet de l'entrée, il y avait une photo encadrée. Une photo de Quentin et Chloé en vacances quelque part au bord de la mer. Ils souriaient, heureux. À côté, il y avait eu une autre photo, celle de nous deux, prise le jour de son diplôme. Elle n'était plus là. Je suis restée debout, la tarte entre les mains, devant ce buffet vide, et j'ai compris qu'on m'effaçait. Doucement, proprement, comme on enlève une tache sur un mur blanc. J'ai posé la tarte sur la table de la cuisine avec un petit mot « Pour toi, mon chéri, maman ». Et je suis partie. Quentin ne m'a jamais remercié pour cette tarte. Il ne l'a jamais mentionnée, comme si elle n'avait jamais existé. 3 mois plus tard, il m'a annoncé leur fiançailles. Par message. « Maman, Chloé et moi, on se marie au printemps. On t'enverra l'invitation. » Pas de coup de fil,
pas de visite, juste un message, froid, distant, comme on annonce un changement d'adresse. J'ai répondu « Félicitations, mon chéri, je suis très heureuse pour vous. » Mais mes mains tremblaient en tapant ces mots, parce que je savais que ce mariage n'était pas le sien. C'était le sien à elle. Les semaines ont passé, j'attendais l'invitation. Elle n'est jamais arrivée. Pas dans ma boîte aux lettres, pas par email, rien. Alors j'ai appelé Quentin. Il a décroché après 7 sonneries. « Oui, maman ?» Sa voix était froide, presque irritée. « Je n'ai pas reçu l'invitation pour le mariage, mon chéri. » Silence. Puis il a dit « Écoute, maman, Chloé pense que, enfin, on préférerait que ce soit un mariage intime, juste les témoins et la famille proche. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Mais je suis ta mère, Quentin. » Nouveau silence, plus long, plus douloureux. « Je sais, mais c'est compliqué. Chloé veut que tout soit parfait. Elle dit que... Enfin, tu comprends. » Non, je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais trop bien. « Quentin, c'est elle qui ne veut pas que je vienne, c'est ça ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Et dans ce silence, j'ai entendu toute la vérité. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. On t'enverra des photos. » Il a raccroché. Je suis restée assise dans mon salon, le téléphone à la main, incapable de bouger. Des photos. On m'offrait des photos. Comme si j'étais une vieille tante lointaine qu'on invite par politesse, mais qu'on espère voir refuser. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu les messages de Quentin, les anciens, ceux d'avant Chloé. « Oh, merci pour le déjeuner, maman. Tu es la meilleure. Je t'aime, maman. Tu me manques. » Et je me suis demandé où était passé cet homme, où était passé mon fils. 2 semaines avant le mariage, j'ai pris une décision. Une décision que beaucoup jugeront folle. Peut-être l'était-elle, mais c'était la mienne. J'allais y aller quand même, pas pour provoquer, pas pour me venger, simplement parce que c'était mon fils. Et qu'une mère ne renonce pas. J'ai acheté une robe, rien d'extravagant. Un tailleur bleu marine, simple, discret. Le genre de tenue qu'on porte pour ne pas faire d'ombre, pour se fondre dans le décor. J'ai fait couper mes cheveux chez le coiffeur. Rien de spectaculaire, juste présentable. Je voulais être irréprochable. Je voulais que personne ne puisse dire « Regardez-la, elle cherche l'attention ». Non, je voulais juste exister. La veille du mariage, j'ai reçu un appel. Chloé. Sa voix était douce, presque mielleuse. Mathilde, c'est Chloé. Je voulais juste m'assurer que tout était clair pour demain. J'ai serré le téléphone dans ma main. Oui, Chloé, tout est clair. Bien. Parce que vous comprenez, c'est un jour très important pour nous. Et on aimerait vraiment que tout se passe dans l'harmonie, sans tension inutile. Sans tension inutile. C'était sa manière élégante de dire « Ne venez pas. Je comprends, Chloé. Ne vous inquiétez pas. Je serai discrète. » Silence. Puis elle a dit, d'une voix plus froide, « Vous venez quand même, alors, c'est le mariage de mon fils. » Elle a raccroché sans un mot. Le lendemain matin, je me suis habillée lentement. J'ai mis ma robe, mes chaussures noires à petits talons, un soupçon de parfum, celui que portait ma propre mère. Devant le miroir, je me suis regardée et je me suis demandé « Qu'est-ce que tu fais, Mathilde ?» Mais je connaissais la réponse. Je faisais ce qu'une mère doit faire. J'étais là. L'église était magnifique. Des roses blanches partout. Des rubans de soie ivoire le long des bancs. La lumière filtrait à travers les vitraux. Douce, dorée. J'ai poussé la lourde porte de bois. Tous les regards se sont tournés vers moi. Pas des regards bienveillants. Non, des regards surpris, gênés, presque accusateurs. Comme si j'avais commis une faute en osant franchir cette porte. Je me suis avancée dans l'allée centrale. Le dos droit, le visage calme. J'ai cherché Quentin des yeux. Il était là, debout près de l'autel, en costume gris anthracite. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu de la panique, pas de la joie, pas de la surprise heureuse, de la panique. Comme si ma présence allait tout gâcher. Chloé, à côté de lui, m'a regardé avec un sourire figé. Un sourire de glace. Je me suis assise au fond, tout au fond de l'église, loin de la famille, loin des invités. Comme une intruse, la cérémonie a commencé. Le prêtre a parlé d'amour, de fidélité, de famille. J'écoutais, immobile, les mains posées sur mes genoux. Et je sentais les regards, les chuchotements. Ah, c'est elle, la mère ? Je croyais qu'elle ne devait pas venir. Quelle audace quand même. J'ai serré mes mains l'une contre l'autre et j'ai continué à respirer. À la sortie de l'église, personne ne m'a adressé la parole. Pas même Quentin. Il est passé devant moi, main dans la main avec Chloé, sans un regard, comme si je n'existais pas, comme si j'étais un fantôme. Je suis montée dans ma voiture. J'ai roulé jusqu'au lieu de réception. Un château en dehors de Paris, loué pour l'occasion.
Et là, devant les grilles, je me suis arrêtée. J'ai posé mon front contre le volant. Et je me suis dit, tu peux encore partir. Tu peux encore rentrer chez toi. Personne ne te jugera. Mais je suis descendue de la voiture. J'ai franchi les grilles. Et je suis entrée dans ce château. Parce que je n'avais rien fait de mal. Et que je refusais de disparaître. La salle de réception était somptueuse. Des lustres de cristal pendèrent du plafond. Des nappes blanches immaculées couvraient les tables. Des compositions florales monumentales, pivoines, roses anglaises, lisses, embaumaient l'air. Tout était parfait, trop parfait, comme dans ces magazines de mariage où tout semble factice, fabriqué, sans âme. Je suis entrée discrètement. J'ai cherché ma place. Il n'y avait pas de plan de table à mon nom. Évidemment, une jeune femme en tailleur noir, organisatrice de l'événement, m'a aperçue. Elle s'est approchée, un sourire professionnel plaqué sur le visage. « Bonjour, madame. Vous êtes ? Je suis la mère du marié. » Son sourire a vacillé. Elle a consulté sa tablette, nerveuse. « Je ne vous trouve pas sur la liste des invités, madame. Je sais, mais je suis là quand même. » Moulant l'a regardé autour d'elle, cherchant de l'aide. Finalement, elle m'a désigné une table, tout au fond, près des portes de service, loin de l'estrade où siégèrent les mariés. Une table sans nom, sans décoration particulière, avec des chaises dépareillées. La table des oubliés. Je me suis assise, seule. Autour de moi, les invités riaient, trinquaient, s'embrassaient. Des familles entières, des amis, des collègues. Et moi, seule à ma table, avec un centre de table que j'avais moi-même financé. Parce que oui, 6 mois plus tôt, avant que tout bascule, Quentin m'avait demandé de l'aide pour le mariage. « Maman, Chloé et moi, on a un peu dépassé le budget. Tu pourrais nous aider, juste pour les fleurs et la décoration ?» J'avais dit oui, sans hésiter. J'avais donné 15 000 €, mes économies. L'argent que j'avais mis de côté pendant des années. Pour lui, pour son bonheur. Et maintenant, j'étais assise devant ces fleurs que j'avais payées, invisibles, indésirables. Les serveurs ont commencé à apporter les entrées. Du foie gras sur toast, du saumon fumé. À ma table, rien n'est arrivé. Pas tout de suite. Comme si on m'avait oublié. J'ai attendu. 10 minutes, 15 minutes. Autour de moi, tout le monde mangeait. Finalement, un serveur est venu, l'air embarrassé. « Oh pardon, madame. Il y a eu un malentendu avec votre table. Je vous apporte quelque chose tout de suite. » Un malentendu, bien sûr. J'ai mangé en silence, lentement, dignement, parce que c'était tout ce qui me restait, ma dignité. Puis le moment des discours est arrivé. Le père de Chloé s'est levé, un homme grand, élégant, la cinquantaine triomphante, costume 3 pièces, montre en or, le genre d'homme habitué à ce qu'on l'écoute. Il a pris le micro. « Mesdames et messieurs, chers amis, quelle joie de vous voir tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de nos 2 familles. Nos 2 familles. » J'ai regardé autour de moi. La famille de Chloé occupait 5 tables. Parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Tout un clan, souriant, uni. Et moi, seul, représentant une famille entière. Le père de Chloé a continué. Chloé a toujours été une enfant exceptionnelle, brillante, déterminée. Et aujourd'hui, elle épouse un homme à sa hauteur. Un homme que nous accueillons avec fierté dans notre famille, dans leur famille, pas dans la nôtre, dans la leur, comme s'ils l'avaient adopté, comme si Quentin n'avait plus de passé, plus de racines, comme si je n'avais jamais existé. Ensuite, ce fut le tour de la sœur de Chloé, une jeune femme blonde, souriante, parfaitement apprêtée. Elle a raconté des anecdotes, des souvenirs d'enfance. Elle a parlé de la complicité entre les 2 sœurs. Puis elle a dit « Chloé m'a toujours dit qu'elle voulait un mariage parfait, sans fausses notes, sans complications. » Elle a marqué une pause, et son regard a glissé vers moi. Juste une seconde. Mais je l'ai vu, tout le monde l'a vu. La complication, c'était moi. J'ai baissé les yeux. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai posé mes paumes à plat sur mes genoux, sous la table, pour les cacher. Et j'ai continué à respirer. Puis Chloé s'est levée. Elle a pris le micro, radieuse dans sa robe de mariée. Une robe somptueuse, ivoire, brodée de perles. Une robe de princesse. Une robe que j'avais également contribué à payer. Elle a remercié ses parents, ses amis, ses témoins. Elle a parlé de son amour pour Quentin, de leur avenir ensemble, de leur bonheur. Et puis, elle a dit « Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui ont respecté notre volonté pour ce jour si spécial. Nous voulions une célébration intime, harmonieuse, sans tension. » Elle a souri, un sourire doux, presque angélique. Et elle a ajouté « Nous avions demandé à la mère du marié de ne pas venir aujourd'hui. » Mais elle a insisté. Le silence s'est abattu sur la salle. Puis, quelqu'un a ri. Un rire nerveux d'abord, puis d'autres ont suivi. Et en quelques secondes, toute la salle riait. Pas un rire gêné. Non,
un rire franc, complice, comme si j'étais la blague du jour, la mère envahissante, la belle-mère toxique, celle qui ne comprend pas qu'elle doit s'effacer. J'ai senti mon visage brûler, mon cœur cogner dans ma poitrine. Mes yeux se sont embués, mais je n'ai pas pleuré. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. J'ai regardé Quentin. Il souriait, pas un sourire gêné. Non, il souriait vraiment, comme si c'était drôle, comme si humilier sa propre mère devant 150 personnes était amusant. Et c'est à cet instant que j'ai compris. Je ne l'avais pas perdu à cause de Chloé. Je l'avais perdu parce qu'il avait choisi de me perdre, parce qu'il avait laissé cette femme effacer 28 ans de ma vie, sans un mot, sans un regard, sans une once de respect. Chloé a reposé le micro. Les applaudissements ont éclaté, et moi, je suis restée assise, immobile, humiliée, effacée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mais quelque chose en moi s'est brisé, quelque chose s'est réveillé. Une force que je ne connaissais pas, une clarté. J'ai posé mes mains sur la table, et lentement, très lentement, je me suis levée. Quand je me suis levée, le silence est revenu. Pas un silence respectueux, non, un silence curieux, presque amusé. Comme si les invités attendaient le prochain rebondissement du spectacle. La vieille dame humiliée allait-elle craquer, pleurer, supplier? J'ai marché, lentement. Entre les tables, mes talons résonnaient sur le parquet ciré. Chaque pas était une décision. Chaque pas me rapprochait de l'estrade, de mon fils, de cette femme qui venait de me réduire en cendres devant tout le monde. Chloé me regardait approcher. Son sourire avait disparu. Ses yeux étaient froids, alertes. Quentin s'est raidi. Il m'a regardé avec de la peur. Oui, de la peur. Comme si j'allais hurler, faire une scène, tout détruire. Mais je n'allais rien détruire, parce qu'il n'y avait plus rien à détruire. Il s'en était déjà chargé. Je me suis arrêtée devant l'estrade. J'ai tendu la main vers le micro. L'organisatrice a hésité, puis elle me l'a donné. J'ai regardé la salle. 150 visages me fixaient. Certains curieux, d'autres gênés, d'autres encore, franchement hostiles. J'ai inspiré profondément, et j'ai parlé. D'une voix calme, posée, sans trembler. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathilde Garnier. Et oui, je suis la mère du marié. Quelques murmures ont parcouru la salle. J'ai continué. Je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas invitée à ce mariage. On m'a demandé de ne pas venir, mais je suis venue quand même. Pas pour gâcher cette journée, pas pour créer un scandale, simplement parce que c'est mon fils. Ma voix s'est légèrement brisée sur ce dernier mot. Mais je me suis reprise. Pendant 28 ans, j'ai été sa mère. J'ai changé ses couches. Je l'ai bercé quand il pleurait. Je l'ai soigné quand il était malade. Je l'ai accompagné à l'école. Je l'ai encouragé. Je l'ai aimé, inconditionnellement. J'ai marqué une pause, puis j'ai regardé Quentin, droit dans les yeux. Et aujourd'hui, on me dit que je suis de trop, que ma présence est une complication, une tension inutile. J'ai senti les larmes monter. Mais je les ai retenues. Pas maintenant, pas ici. Alors je vais partir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas gâcher votre fête. J'ai posé mes yeux sur Chloé. Elle me regardait avec un mélange de triomphe et d'impatience, comme si elle attendait que je quitte enfin la scène, que je disparaisse. Mais j'avais une dernière chose à dire. Avant de partir, je voulais juste vous faire savoir quelque chose, Chloé. Son sourire a vacillé. Vous vous souvenez de l'appartement dont vous parliez? Celui que vous vouliez acheter dans le Marais? Celui avec la terrasse et la vue sur les toits de Paris? Elle a froncé les sourcils. Quentin aussi. Il ne comprenait pas où je voulais en venir. Cet appartement appartenait à mon mari, le père de Quentin. Il l'avait acheté il y a 30 ans, quand on s'est mariés. C'était notre premier chez nous. Puis on a déménagé, mais on l'a gardé. On le louait. Et après sa mort, j'ai continué. J'ai vu la compréhension s'installer lentement sur le visage de Chloé. Il y a 6 mois, Quentin m'a demandé si vous pouviez y emménager, gratuitement, le temps de trouver quelque chose de plus grand. J'ai dit oui, évidemment. C'est mon fils. J'aurais tout fait pour lui. Ma voix était toujours calme, mais chaque mot pesait une tonne. Vous m'avez dit, Chloé, que vous vouliez rénover, refaire la cuisine, changer les sols, moderniser. J'ai dit oui, faites-en votre nid. Soyez heureux. Le silence dans la salle était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. On ne peut pas construire son bonheur sur le mépris. On ne peut pas bâtir une famille en détruisant celle qui était là avant. J'ai regardé Quentin, mon petit garçon, devenu un étranger. Alors voilà ce que je suis venu vous dire, mon chéri. J'ai marqué une pause, longue, pesante. La maison où vous deviez vivre, elle ne vous appartient plus. Chloé a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Demain matin, mon notaire mettra l'appartement en vente. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Tout est légal.
Tout est en ordre. L'appartement est à mon nom. Il l'a toujours été. Quentin s'est levé brusquement. « Maman, tu ne peux pas. »« Si, je peux. Et je le fais. » Ma voix était douce, presque triste. « Parce que j'ai compris que je ne suis plus ta mère, Quentin. Je suis juste un obstacle, une gêne, quelqu'un dont il faut se débarrasser pour avancer. » J'ai senti les larmes couler sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Je les ai laissées couler. Alors je vous laisse avancer, tous les deux, sans moi, mais sans mon appartement non plus. Chloé s'est levée à son tour. Son visage était blême. « Vous ne pouvez pas nous faire ça. On a investi des milliers d'euros dans les travaux. Vous avez humilié une mère devant 150 personnes. Vous avez ri de ma douleur. Vous avez transformé mon fils en étranger. » J'ai reposé le micro sur la table, doucement. « Maintenant, vous allez devoir assumer vos choix. » J'ai regardé Quentin une dernière fois. « Je t'aime, mon chéri. Je t'aimerai toujours, mais je ne peux plus te regarder te perdre. » Et je suis parti. J'ai traversé la salle. Cette fois, personne ne riait, personne ne chuchotait. Le silence était absolu. Derrière moi, j'ai entendu Chloé crier quelque chose, puis Quentin. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du château. L'air frais de la nuit m'a giflé le visage. Je me suis arrêté sur le perron, et j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues. Toute la douleur, toute l'humiliation, toute la perte. Mais au milieu de ces larmes, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une forme étrange, de liberté. Je venais de perdre mon fils, mais je venais de me retrouver. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans un état second, les mains agrippées au volant, les yeux embués, la gorge serrée. Je ne me souviens pas du trajet. Juste des phares qui défilaient, des feux rouges, du silence de ma voiture. Quand je suis arrivé devant chez moi, j'ai coupé le moteur, et je suis restée là, assise dans le noir, incapable de bouger. Mon téléphone a vibré. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je ne l'ai pas regardé, pas tout de suite, parce que je savais ce qu'il y avait dessus. Des messages, des appels, de Quentin, peut-être même de Chloé. Mais je n'étais pas prête, pas encore. Je suis montée chez moi. J'ai enlevé mes chaussures, ma robe. Je l'ai posée sur le lit, soigneusement, comme si elle méritait du respect. Alors que moi, ce soir-là, je n'en avais reçu aucun. J'ai enfilé ma robe de chambre, celle en coton bleu que je porte depuis des années. Douce, usée, rassurante. Et je me suis assise dans mon salon, dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'assois toujours pour lire. Mais ce soir-là, je n'ai pas lu. J'ai juste regardé par la fenêtre, les lumières de Paris, les voitures qui passaient, la vie qui continuait, comme si rien ne s'était passé. Finalement, j'ai pris mon téléphone. 23 appels manqués, 17 messages, tous de Quentin. J'ai ouvert les messages. Le premier, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Le deuxième, « Rappelle-moi, tout de suite. » Le troisième, « Tu ne peux pas faire ça, c'est de la folie. » Le quatrième, « Chloé est effondrée. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? » Chloé est effondrée. Pas lui, elle. J'ai continué à lire. « On a investi plus de 30 000 € dans cet appartement. Tu ne peux pas nous mettre à la rue comme ça. Tout le monde parle de toi. Tu nous as humiliés. » Je les ai humiliés, moi. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à tout. À Quentin bébé, à ses premiers pas, à son premier jour d'école. À la fois où il était tombé de vélo et où il avait pleuré dans mes bras. À toutes ces fois où il m'avait dit « Je t'aime, maman ». Et je me suis demandé comment en est-on arrivé là. Le lendemain matin, à 9 h, j'ai appelé mon notaire, Maître Dubois, un homme de 60 ans, sérieux, rigoureux, celui qui s'était occupé de la succession de mon mari. « Mathilde, tout va bien ? » ?»« Oui, Jean. J'ai besoin de vous, pour l'appartement du Marais. L'appartement que vous louez à votre fils ? Oui, je veux le mettre en vente, immédiatement. » Silence. « Mathilde, vous êtes sûre ? C'est un bien de famille. Vous y tenez énormément. Je sais, mais c'est ma décision. Très bien, je m'en occupe. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux, conformément au bail verbal. Merci, Jean. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de solide en moi. Une certitude. Je ne reculerai pas. Les jours suivants ont été étranges. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Quentin, Chloé, même la mère de Chloé, que je n'avais jamais rencontrée. Je ne répondais pas par vengeance, simplement parce que je n'avais plus rien à dire. J'avais dit tout ce que j'avais à dire dans ce château, devant tout le monde. Le reste, c'était du bruit. 1 semaine après le mariage, j'ai reçu une lettre, recommandée, de l'avocat de Chloé, une mise en demeure. Ils exigeaient que je leur laisse l'appartement, ou que je leur rembourse les 30 000 € de travaux. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai donnée à Maître Dubois. Il a éclaté de rire. « Mathilde, ils n'ont aucun recours légal. L'appartement est à votre nom.
Ils y vivaient gratuitement. Et les travaux, ils les ont faits sans votre accord écrit. Ils n'ont aucune base juridique. Donc ils peuvent toujours exiger. Mais ils n'obtiendront rien. J'ai senti un soulagement immense. Je n'avais pas tort. Légalement, moralement, je n'avais rien fait de mal. 15 jours après le mariage, j'ai croisé une amie, Marguerite, une femme de mon âge, que je connais depuis 30 ans. On prenait un café en terrasse près de chez moi. Elle m'a regardée avec inquiétude. « Mathilde, j'ai entendu parler du mariage de Quentin. » J'ai baissé les yeux sur ma tasse. Tout Paris en parle, j'imagine. Oui, mais pas comme tu le crois. J'ai relevé la tête. Comment ça? La plupart des gens trouvent que tu as eu raison, que cette fille est insupportable, qu'elle a été cruelle avec toi. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Vraiment? Oui, plusieurs femmes m'ont dit qu'elles auraient fait pareil, qu'elles admirent ton courage. Ton courage. Je n'avais pas pensé à ça comme du courage, plutôt comme de la survie. Marguerite a posé sa main sur la mienne. Tu sais, Mathilde, parfois, il faut savoir dire non, même à ses enfants, surtout à ses enfants. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit, parce que dire non à son enfant, c'est la chose la plus difficile au monde, même quand on sait qu'on a raison. 3 semaines après le mariage, l'appartement a été visité, plusieurs fois. Maître Dubois m'a appelé. « Mathilde, bonne nouvelle, on a une offre, très solide, au-dessus du prix demandé. » Déjà? Oui, le marché est excellent en ce moment, et l'appartement est magnifique, grâce aux travaux d'ailleurs. J'ai souri amèrement. Ironie du sort. Les travaux que Chloé et Quentin avaient fait d'aller y profiter au prochain propriétaire. Acceptez l'offre, Jean. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas réfléchir? Non. Vendez. Le lendemain, Quentin a débarqué chez moi, sans prévenir. J'ai ouvert la porte, et je l'ai vu. Mon fils, mon petit garçon, qui avait tellement grandi, tellement changé. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. « Maman, il faut qu'on parle. » Entre, je me suis écartée. Il est entré dans le salon. Le même salon où il avait joué enfant, où il avait fait ses devoirs, où il avait ri, pleuré, grandi. Il s'est assis sur le canapé. Je me suis assise en face de lui, dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre. Il a regardé ses mains, puis il a dit « Maman, tu ne peux pas vendre l'appartement. On n'a nulle part où aller. Vous avez 3 semaines pour trouver. Mais on n'a pas l'argent. Avec le mariage, les travaux, on est à sec. » J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Avant de me laisser humilier devant 150 personnes. Il a ouvert la bouche. Puis il l'a refermée. Parce qu'il savait. Il savait que j'avais raison. Maman, je suis désolée. Vraiment. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais tu as laissé faire. Ma voix était calme, mais ferme. Tu as laissé cette femme me traiter comme une étrangère, comme une gêne. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Je te jure. Mais tu savais qu'elle ne voulait pas de moi à ce mariage. Tu le savais depuis le début. Silence. Oui. Un mot. Un seul. Mais il contenait toute la vérité. Alors pourquoi, Quentin? Pourquoi m'as-tu laissé croire que j'étais la bienvenue? Parce que je ne voulais pas te faire de peine. J'ai ri. Un rire sans joie. Tu ne voulais pas me faire de peine? Et tu crois que ça ne m'a pas fait mal de découvrir que je n'étais pas invitée à ton mariage? Il a baissé la tête. Je suis désolée. Moi aussi, Quentin. Moi aussi. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses ?»« Rien. Il est trop tard. Maman, s'il te plaît. Quentin, pendant 28 ans, j'ai tout donné pour toi. Tout. Mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour. Et en une soirée, tu m'as rayé de ta vie, comme si je n'avais jamais existé. » Ma voix tremblait. Tu m'as demandé de l'aide pour ce mariage. J'ai donné 15 000 € pour les fleurs, pour ta femme, pour ton bonheur. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? De l'humiliation, du mépris et des rires. Il ne disait plus rien. Alors non, je ne vais pas annuler la vente. Je ne vais pas revenir en arrière. Parce que j'ai compris quelque chose, Quentin. J'ai planté mes yeux dans les siens. On n'achète pas l'amour d'un enfant. On ne le mérite pas en se sacrifiant. Soit il est là, naturellement, soit il ne l'est pas. Je t'aime, maman. Peut-être, mais tu ne me respectes pas. Et ces mots ont résonné dans le silence. Lourd, définitif, vrai. Il s'est levé. Il a marché vers la porte. Puis il s'est retourné. Chloé dit que tu es cruelle. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il m'a regardé. Longtemps. Je ne sais plus. Et il est parti. J'ai entendu la porte se refermer. Et je me suis effondrée dans mon fauteuil. J'ai pleuré. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était aussi du soulagement. Parce que j'avais dit ce que j'avais à dire. Parce que j'avais tenu bon. Parce que, pour la première fois depuis des mois, je ne m'étais pas effacée. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place?
Les semaines qui ont suivi cette conversation ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles encore que la mort de mon mari. Parce que perdre quelqu'un qu'on aime à cause de la mort, c'est une fatalité. Mais perdre son enfant à cause de ses propres choix, c'est une amputation volontaire. Et pourtant, je tenais bon. L'appartement a été vendu, 580 000 €. Une somme considérable. Plus que ce que j'avais payé il y a 30 ans. Plus que ce que j'avais imaginé. Maître Dubois m'a félicité. « Mathilde, vous avez fait une excellente affaire. Qu'allez-vous faire de cet argent ?» J'ai réfléchi. Longtemps. Je ne sais pas encore, Jean. Mais une chose est sûre, je ne le donnerai à personne. Cette fois, c'est pour moi. Il a souri. Vous avez raison. Vous le méritez. Quentin et Chloé ont déménagé 3 jours avant la date limite. Ils ont trouvé un petit 2 pièces, dans le 20e arrondissement, loin du Marais, loin de leur rêve de terrasse et de toit parisien. J'ai appris ça par Marguerite, pas par Quentin. Il ne m'a plus appelé, plus écrit, plus donné de nouvelles, comme si j'étais morte. Et d'une certaine manière, pour lui, j'étais morte. La mère aimante, celle qui donnait tout, celle qui pardonnait tout, elle n'existait plus. À sa place, il y avait une femme qu'il ne reconnaissait pas, une femme qui avait dit non. 2 mois après le mariage, j'ai reçu un appel inattendu, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame Garnier? C'est Élise Moreau, la sœur de Chloé. » Mon cœur s'est serré. « Oui, je voulais vous parler, si vous avez un moment. Je vous écoute. » Un silence, puis sa voix, plus douce. « Je voulais vous dire que j'étais désolée. » J'ai froncé les sourcils. « Désolée? Oui, pour ce qui s'est passé au mariage, pour ce que ma sœur a dit, c'était inadmissible. » Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Personne ne le savait. Enfin, moi, en tout cas. Et je voulais que vous sachiez que... Beaucoup de gens dans la salle étaient mal à l'aise. On a trouvé ça cruel. Pourtant, tout le monde a ri. Oui, parce que c'est ce qu'on fait, parfois. On rit parce qu'on est gêné, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais après votre départ, l'ambiance a complètement changé. Les gens chuchotaient. Certains sont partis tôt. Ma propre mère a dit à Chloé qu'elle avait dépassé les bornes. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Merci de me le dire. Et je voulais aussi vous dire autre chose. Chloé, elle ne va pas bien. Ah, elle et Quentin se disputent beaucoup, tout le temps, à cause de l'appartement, à cause de l'argent, à cause de vous. De moi? Oui, Quentin lui en veut. Il dit qu'elle est allée trop loin, que c'est à cause d'elle qu'il a perdu sa mère. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas à cause d'elle qu'il m'a perdu. C'est à cause de lui, de ses choix. Je sais, mais il ne le voit pas encore comme ça. Silence. Madame Garnier, je ne vous appelle pas pour vous demander de revenir en arrière, ni pour vous supplier de leur rendre l'appartement. Je vous appelle juste pour que vous sachiez que tout le monde ne pense pas que vous avez eu tort. Merci, Élise. Prenez soin de vous. Elle a raccroché. Et je suis restée là, le téléphone à la main, les larmes aux yeux, parce que ce simple appel, ces quelques mots, m'avaient fait un bien immense. Quelqu'un me comprenait. 3 mois après le mariage, l'automne est arrivé. Les feuilles ont commencé à tomber. Les jours ont raccourci. Et j'ai recommencé à vivre. Lentement, prudemment. J'ai repris mes cours de bridge. J'ai revu mes amis. J'ai voyagé. Un week-end à Lyon. Puis 1 semaine en Bretagne. Des endroits que j'avais toujours voulu voir, mais que je remettais à plus tard. Parce qu'il y avait toujours Quentin. Toujours un déjeuner à préparer. Toujours une disponibilité à garder. Mais maintenant, il n'y avait plus personne à attendre. Alors je vivais, pour moi. Et c'était étrange, libérateur, effrayant aussi. Un jour de novembre, j'ai croisé une ancienne collègue de Quentin, dans un café près de l'Opéra, Julien. Un jeune homme sympathique, que j'avais rencontré plusieurs fois lors de dîner. Il m'a reconnu. « Madame Garnier, quelle surprise !»« Bonjour Julien. » Il a hésité, puis il a dit « J'ai appris pour Quentin. Je suis désolé. Il va bien ?»« Physiquement, oui. Mais, franchement, il n'a pas l'air heureux. »« Ah !» Il est stressé, tout le temps. Il parle d'argent sans arrêt, de factures, de loyer, et avec sa femme. On sent que c'est tendu. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Vous savez, Madame Garnier, beaucoup d'entre nous, au bureau, on trouve que vous avez eu raison. Ce qu'elle a fait, c'était inacceptable. Merci, Julien. Il a souri tristement. Quentin est quelqu'un de bien. Mais je crois qu'il s'est perdu. Oui, je crois aussi. 4 mois après le mariage, j'ai reçu un message. De Quentin. Le premier depuis notre dernière conversation. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai ouvert le message. « Maman, j'ai besoin de te parler. C'est important. Peux-tu m'appeler ?» J'ai fixé l'écran. Longtemps. Puis j'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman », sa voix était différente, fatiguée, brisée.
Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Chloé et moi, on a des problèmes. Je suis désolée. Silence. Elle me reproche tout. L'appartement. Toi. L'argent qu'on n'a plus. Elle dit que c'est de ma faute si on vit dans un trou à rats. Un 2 pièces dans le 20e n'est pas un trou à rats. Pour elle, si. Il a soupiré. Elle n'arrête pas de me dire que tu nous as ruinés, que tu es une mère toxique, que sa voix s'est brisée. Que quoi? Que je devrais te poursuivre en justice. J'ai senti mon sang se glacer. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Long silence. Je ne sais plus quoi penser, maman. Je suis perdue. Quentin, écoute-moi bien. Je n'ai rien fait d'illégal, rien d'immoral. J'ai repris ce qui m'appartenait, ce qui appartenait à ton père, ce qui était à moi. Je sais, tu m'as laissé humilier. Tu as choisi de te taire quand elle m'a détruite devant tout le monde. Et maintenant, tu viens me dire que c'est moi, la toxique. Ma voix montait. Pour la première fois, je sentais la colère, la vraie colère. Non, ce n'est pas ce que je dis, c'est elle qui... Alors pourquoi tu l'écoutes? Silence. Parce que c'est ma femme. Et moi, je suis ta mère, je sais. Non, Quentin, tu ne sais pas. Parce que si tu savais vraiment, tu ne serais pas en train de me demander de l'aide maintenant. Tu ne m'aurais jamais laissé seule à cette table. Tu ne m'aurais jamais laissé partir de ce château en pleurant. Il pleurait. Je l'entendais. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Moi aussi, Quentin. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Grandir. Prendre tes responsabilités. Arrêter de blâmer les autres pour tes propres choix. Tu ne me pardonneras jamais, c'est ça? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Et nous? On ne se reverra plus jamais? J'ai senti les larmes couler. Je ne sais pas, mon chéri. Je ne sais vraiment pas. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Et j'ai raccroché. Je me suis effondrée sur mon canapé. Et j'ai pleuré. Comme je n'avais jamais pleuré. Parce que j'aimais mon fils. Parce qu'il me manquait. Parce que je voulais le serrer dans mes bras. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. 5 mois après le mariage, j'ai appris par Marguerite que Quentin et Chloé s'étaient séparés. Chloé est partie. Elle a quitté l'appartement. Elle est retournée vivre chez ses parents. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Et Quentin? Il est seul, perdu. Il ne vient plus aux soirées. Il ne parle plus à personne. J'ai fermé les yeux. C'est triste. Oui. Mais tu sais, Mathilde, c'est peut-être ce dont il avait besoin. Quoi? Se retrouver seul, face à lui-même, face à ses choix. J'ai hoché la tête, lentement, parce que Marguerite avait raison. Quentin devait apprendre. Et la vie était en train de lui donner la leçon la plus dure, mais la plus nécessaire. 6 mois après le mariage, je marchais dans le parc Monceau. C'était une belle journée de décembre, froide, mais ensoleillée. Les arbres étaient nus. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas. Et j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose de léger, de nouveau. J'étais en train de guérir, lentement, douloureusement, mais je guérissais. Je n'attendais plus le téléphone. Je ne cherchais plus de nouvelles de Quentin. Je vivais, simplement. Et c'était suffisant. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée à la main. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, manuscrite. L'écriture de Quentin. Je l'aurais reconnue entre mille. J'ai monté les escaliers. Je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre. Et j'ai lu. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu voudras la lire. Mais j'avais besoin de l'écrire. Chloé et moi, c'est fini. Elle est partie. Et je me retrouve seule. Seule dans cet appartement minuscule. Seule avec mes erreurs. Seule avec mes regrets. J'ai eu tout le temps de réfléchir ces derniers mois, de repenser à tout. Au mariage, à ce qu'elle t'a fait, à ce que je t'ai laissé subir. Et je comprends maintenant. Je comprends que j'ai été lâche. Je comprends que je t'ai trahi. Je comprends que j'ai choisi une femme qui me détruisait, plutôt qu'une mère qui m'aimait. Et je comprends que tu ne me dois rien. Ni ton pardon, ni ton temps, ni ton amour, parce que je ne l'ai pas mérité. Mais je voulais que tu saches quelque chose, maman. Tu avais raison. Sur tout. Sur Chloé. Sur moi. Sur nous. Et même si c'est trop tard, même si tu ne veux plus jamais me voir, je voulais que tu saches que je suis fière de toi. Fière que tu te sois levée ce soir-là. Fière que tu aies eu le courage de dire non. Fière que tu ne te sois pas effacée. Parce que pendant des années, je t'ai vu te sacrifier. Pour papa, pour moi, pour tout le monde. Et ce soir-là, pour la première fois, je t'ai vu te choisir. Et ça m'a fait mal. Mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de m'aider. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que tu es une femme extraordinaire. Et que j'ai eu de la chance de t'avoir comme mère. Même si je ne l'ai pas montré. Je t'aime, maman. Quentin. J'ai replié la lettre, lentement.
Les larmes coulaient sur mes joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance, d'espoir. Parce que mon fils avait compris. Peut-être trop tard, peut-être pas assez. Mais il avait compris. Et c'était déjà beaucoup. J'ai gardé cette lettre. Je l'ai posée sur ma table de nuit, dans une enveloppe bleue, celle que j'utilisais autrefois pour ranger les dessins de Quentin enfant, ses bulletins scolaires, ses premiers mots écrits. « Je t'aime, maman », tracés maladroitement, avec des lettres à l'envers, des cœurs partout. Je ne lui ai pas répondu, pas tout de suite, parce que je ne savais pas quoi dire, parce que les mots, parfois, sont insuffisants, parce que le pardon ne se décrète pas, il se construit, lentement, jour après jour. Les semaines ont passé. Noël approchait, les vitrines s'illuminaient, les rues se remplissaient de musique, de rires, de famille. Et moi, j'étais seule. Mais cette solitude n'était plus aussi lourde qu'avant. Elle était différente, choisie, assumée. J'ai décidé de passer Noël chez Marguerite. Elle m'avait invitée depuis des semaines. « Mathilde, viens, tu ne peux pas rester seule un soir pareil. » J'avais d'abord refusé, par pudeur, par fierté. Mais finalement, j'ai accepté. Parce que la solitude, c'est bien. Mais l'isolement, c'est différent. Et je ne voulais pas m'isoler. Le soir du réveillon, je me suis habillée. Une robe bordeaux, simple, élégante. J'ai mis du rouge à lèvres, du parfum. Je me suis regardée dans le miroir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Pas forcé, pas triste. Juste, présent. Chez Marguerite, il y avait une dizaine de personnes. Des amis, des voisins, des gens chaleureux, simples, qui riaient facilement. On a mangé du foie gras, du saumon, une dinde au marron, une bûche au chocolat. On a bu du champagne, pas trop, juste assez pour sentir la légèreté, la joie. Vers 23 heures, Marguerite a levé son verre. Je voudrais porter un toast, à nous, à cette année qui se termine, et à celle qui commence. Puisse-t-elle nous apporter plus de sagesse que de douleur? Tout le monde a trinqué. Et puis Marguerite s'est tournée vers moi. Et à toi, Mathilde, pour ton courage, pour ta dignité. Tu nous inspires. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois, je les ai laissées couler, sans honte, parce que c'étaient des larmes de gratitude. Merci Marguerite, merci à tous. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose changer en moi, une certitude. Je n'étais plus la femme brisée du mariage, je n'étais plus la mère humiliée, j'étais Mathilde, tout simplement, une femme qui avait souffert, mais qui avait survécu. Le lendemain, jour de Noël, j'ai pris une décision. J'allais écrire à Quentin, pas pour lui pardonner, pas encore, mais pour lui dire que j'avais entendu, que j'avais lu, que ces mots m'avaient touché. Je me suis assise à ma table, j'ai pris une feuille de papier, blanche, vierge, et j'ai écrit « Mon chéri, j'ai reçu ta lettre, je l'ai lue, plusieurs fois, et je voulais que tu saches que je ne suis pas insensible. Tes mots m'ont touché, profondément. Je vois que tu as compris, que tu souffres, et en tant que mère, cette souffrance me fait mal. Mais en tant que femme, cette souffrance était nécessaire, parce que tu as appris, parce que tu as grandi. Je ne peux pas te dire que tout est pardonné. Ce serait mentir. La blessure est encore trop vive, mais je peux te dire que je ne te ferme pas la porte. Pas complètement. Prends le temps de te reconstruire, de comprendre qui tu es, de devenir l'homme que tu veux être. Et peut-être, un jour, on se retrouvera. Pas comme avant. Non. On ne peut pas revenir en arrière, mais autrement, différemment. Je t'aime, Quentin. Je t'aimerai toujours. Mais j'ai aussi appris à m'aimer. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Maman, j'ai mis la lettre dans une enveloppe. J'ai écrit son adresse. Et je suis allée la poster. Dans la boîte jaune au coin de ma rue. J'ai regardé l'enveloppe disparaître. Et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Un poids. Une tension. Une colère sourde qui me rongeait depuis des mois. Je rentrais chez moi quand mon téléphone a vibré. Un message. D'Élise, la sœur de Chloé. Madame Garnier, joyeux Noël. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire... Chloé regrette. Elle ne le dira jamais, mais je le vois. Elle a tout perdu, et elle sait que c'est de sa faute. J'ai relu le message, plusieurs fois. Puis j'ai répondu « Merci, Élise. Joyeux Noël à vous aussi. Je lui souhaite de trouver la paix. » Et c'était vrai. Je ne lui souhaitais pas de mal, ni de souffrance. Je lui souhaitais de grandir. Comme Quentin, comme moi. Parce que la vie, finalement, c'est ça. Une succession d'erreurs. Et, si on a de la chance, une succession de leçons. Janvier est arrivé, froid, gris, mais porteur d'un renouveau. J'ai décidé de m'inscrire à un atelier d'écriture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je repoussais plus tard, quand j'aurais le temps. Eh bien maintenant, j'avais le temps. Tous les mercredis après-midi, je retrouvais un groupe de 10 personnes, des femmes surtout, de mon âge, ou plus jeunes.
On écrivait, on lisait nos textes, on partageait nos histoires. Et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Je n'étais pas seule. Chacune de ces femmes avait vécu quelque chose. Une perte, une trahison, une rupture. Et chacune avait trouvé la force de se reconstruire. Un mercredi, l'animatrice m'a demandé de lire mon texte. J'avais écrit sur le mariage, sur cette soirée où tout avait basculé, sur ce moment où je m'étais levée. J'ai hésité, puis j'ai lu. Ma voix tremblait au début, puis elle s'est affermie. Quand j'ai terminé, le silence était total. Puis une femme a applaudi, puis une autre. Et bientôt, toute la salle applaudissait. L'animatrice, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, s'est approchée. « Mathilde, c'est magnifique, c'est puissant, c'est vrai. Vous devriez continuer à écrire. Vraiment, vous croyez ? J'en suis sûre. Votre histoire pourrait aider tellement de femmes. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma douleur n'était pas vaine. Mon histoire n'était pas qu'une tragédie personnelle. C'était un témoignage, une leçon, un message. À toutes les mères qui s'effacent, à toutes les femmes qui se sacrifient, à toutes celles qui pensent qu'aimer, c'est tout accepter. Non. Aimer, c'est aussi savoir dire non. C'est se respecter. C'est exiger le respect. Février est arrivé. Et avec lui, une surprise. Quentin m'a envoyé un message. « Maman, j'ai reçu ta lettre. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes. Ça me donne de l'espoir. » J'ai souri, doucement. Puis j'ai répondu. « L'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste, mon chéri. » Les semaines ont passé. On s'est écrit. Pas souvent. Une fois par semaine. Parfois moins. Des messages courts, simples. « Comment vas-tu ? Je pense à toi. Il fait beau aujourd'hui. » Rien de profond. Rien de lourd. Juste une présence. Un fil. Ténu, mais réel. Mars est arrivé. Les bourgeons ont commencé à apparaître sur les arbres. Les jours se sont allongés. Et j'ai senti quelque chose fleurir en moi aussi. Une envie. Une curiosité. Peut-être même une forme de pardon. Un samedi après-midi, j'ai reçu un appel. Quentin. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ? Maman ? Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais est-ce qu'on pourrait se voir ? Juste prendre un café ? » Mon cœur s'est serré. « Un café ? Oui, rien de plus. Je ne te demande pas de tout pardonner. Je veux juste te voir, savoir que tu vas bien. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout. Au mariage, à l'humiliation, aux larmes, à la douleur. Mais j'ai aussi pensé à autre chose. À Quentin enfant, à ses rires, à ses câlins, à cet amour pur, inconditionnel, que j'avais pour lui, et qui n'avait jamais vraiment disparu. D'accord, vraiment ? Oui, mais pas chez moi, pas chez toi, un terrain neutre. Où tu veux, maman. Le café de Flore, mercredi à 15h. J'y serai. Merci, maman. J'ai raccroché, et je me suis assise, tremblante, parce que j'allais revoir mon fils, après des mois, après tout. Le mercredi est arrivé. J'ai mis du temps à choisir ma tenue. Rien de trop habillé, rien de trop décontracté. Un pantalon noir, un pull beige, mon manteau en laine, simple, digne. Je suis arrivé en avance. J'ai commandé un thé, Earl Grey, comme toujours, et j'ai attendu, le cœur battant, les mains tremblantes. À 15h précises, je l'ai vu, Quentin. Il marchait vers le café, les mains dans les poches, le visage tendu. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, des traits tirés. Il m'a vu à travers la vitre. Nos regards se sont croisés, et pendant une seconde, j'ai vu le petit garçon qu'il était autrefois, celui qui courait vers moi en criant « Maman !», celui qui se blottissait dans mes bras après un cauchemar, celui qui me disait « Tu es la plus belle maman du monde ». Il est entré, il s'est approché, lentement. « Bonjour maman, bonjour Quentin ». Il s'est assis en face de moi. On s'est regardé, longtemps, sans rien dire. Puis il a murmuré « Tu m'as tellement manqué ». Et les larmes ont coulé sur ses joues, sans bruit, sans sanglots, juste des larmes. J'ai tendu ma main, lentement, et je l'ai posée sur la sienne. Toi aussi, mon chéri, toi aussi. On est restés comme ça, main dans la main, au milieu de ce café bruyant, entourés d'inconnus, mais ensemble. Enfin, on a parlé, longtemps, de tout, de rien. De sa vie, de la mienne. Il m'a raconté la séparation avec Chloé, les disputes, les reproches, la solitude. Elle me rendait fou, maman. Elle me critiquait sans arrêt. Rien n'était jamais assez bien, jamais assez beau, jamais assez cher. Je sais, et j'ai compris, que je t'avais sacrifié pour rien, pour une illusion, pour une femme qui ne m'aimait pas vraiment. Elle t'aimait, Quentin, à sa manière, mais son amour était conditionnel. Tant que tu répondais à ses attentes, elle t'aimait. Dès que tu déviais, elle te rejetait. Il a hoché la tête, alors que toi, tu m'as toujours aimé, même quand je ne le méritais pas, parce que je suis ta mère. Mais j'ai abusé de cet amour, maman. Je l'ai pris pour acquis,
Je t'ai laissé souffrir, et je ne me le pardonnerai jamais. Alors apprends. Apprends à ne plus jamais traiter quelqu'un comme tu m'as traité. Apprends à respecter ceux qui t'aiment. Je te le promets. On a continué à parler, jusqu'à 18h, puis 19h. Le café s'est vidé, rempli à nouveau. Et nous, on était toujours là, à rattraper le temps perdu. Quand on s'est levé pour partir, Quentin m'a regardé. Est-ce qu'on peut se revoir? Oui, vraiment? Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. On va y aller, doucement. D'accord, comme tu veux, maman. Il s'est penché, et il m'a embrassé sur la joue, doucement, comme il le faisait enfant. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Et je l'ai regardé partir, dans la nuit parisienne, seul, mais différent, plus humble, plus conscient, plus humain. Et j'ai senti, pour la première fois depuis des mois, que tout n'était pas perdu, qu'on pouvait reconstruire, pas comme avant, mais autrement, sur des bases plus solides, plus vraies, plus respectueuses. Les mois qui ont suivi ce café ont été différents, ni euphoriques, ni parfaits, mais réels, vrais. Quentin et moi, on s'est revus, une fois par mois, puis 2 fois, toujours dans des lieux neutres, des cafés, des parcs, des musées, jamais chez lui, jamais chez moi, pas encore, parce que l'intimité se mérite, elle se reconstruit, lentement. À chaque rencontre, je le voyais changer. Il parlait différemment, il écoutait davantage, il ne coupait plus la parole, il posait des questions, sur ma vie, sur mes activités, sur mon atelier d'écriture. Tu écris toujours, maman? Oui, tous les mercredis. Et tu écris sur quoi? Sur la vie, sur les femmes, sur nous? Il a baissé les yeux. Tu as écrit sur moi? Oui. Et qu'est-ce que tu as écrit? La vérité. Il a hoché la tête, lentement. Je comprends. Un jour d'avril, on marchait dans le jardin du Luxembourg. Les cerisiers étaient en fleurs. Des enfants jouaient près du bassin. Des couples se promenaient main dans la main. Et nous, on marchait côte à côte, en silence. Un silence paisible. Puis Quentin a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur s'est serré. Quoi? J'ai revu Chloé. Je me suis arrêtée. Ah, elle m'a appelé il y a 2 semaines. Elle voulait récupérer des affaires qu'elle avait laissées chez moi. Et on a parlé, longtemps. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle regrettait, que tout était de sa faute, qu'elle avait été orgueilleuse, cruelle, aveugle. J'ai repris ma marche, lentement. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que c'était fini, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et elle a accepté? Non, elle a insisté. Elle a dit qu'on pouvait recommencer, qu'on pouvait réparer, qu'elle avait changé. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Je pense qu'on ne change pas en quelques mois. Je pense que Chloé est Chloé, et que même si elle regrette, elle recommencerait, parce que c'est dans sa nature. J'ai senti quelque chose se gonfler dans ma poitrine, de la fierté. Tu as mûri, Quentin. J'ai appris, à mes dépens. On a continué à marcher. Puis il a ajouté, elle m'a parlé de toi. Ah oui? Elle a dit qu'elle avait été injuste avec toi, qu'elle avait eu peur. Peur que tu prennes trop de place dans ma vie. Peur de perdre le contrôle. Le contrôle de quoi? De moi, de notre couple, de tout. J'ai hoché la tête. La peur rend cruel, Quentin. Mais la cruauté ne se pardonne pas aussi facilement. Je sais. Et toi? Est-ce que tu lui as parlé de nous? Oui. Je lui ai dit qu'on se voyait, que tu m'avais pardonné. Enfin, pas complètement, mais qu'on essayait. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il a hésité. Elle a dit qu'elle aimerait te voir, te parler, s'excuser. Je me suis arrêtée net. Non, maman, non, Quentin, je ne suis pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Je comprends. Elle t'a détruit. Elle m'a humiliée. Et même si elle regrette, même si elle a changé, je ne lui dois rien. Il a posé sa main sur mon épaule. Tu as raison. Je ne te demande rien. Je voulais juste être honnête avec toi. J'ai souri, tristement. Merci. Mai est arrivé. Avec lui, une chaleur douce. Des journées longues. Des soirées en terrasse. Un soir, Marguerite m'a invité à dîner, avec d'autres amis. On a parlé de tout, de nos vies, de nos enfants, de nos petits-enfants. Puis l'une d'elles, Françoise, une femme de 65 ans, a dit « Mathilde, je voulais te dire, tu es un exemple pour nous toutes. » J'ai levé les yeux, surprise. Un exemple? Oui, ce que tu as fait à ce mariage. C'était courageux. Tellement de femmes se seraient tues, auraient encaissé, par peur, par honte. Mais toi, tu t'es levé. Les autres ont hoché la tête. Ma fille me traite parfois comme une vieille chose encombrante, a ajouté une autre femme. Et je dis toujours oui, je baisse la tête. Mais ton histoire, elle m'a donné envie de dire non. J'ai senti les larmes monter. Vous savez, j'ai cru que j'avais tout perdu ce soir-là. Mon fils, ma dignité, mon rôle de mère.
Mais tu t'es trouvée, toi, a murmuré Marguerite. Oui, je me suis trouvée. Juin est arrivé. Avec lui, une nouvelle inattendue. Élise, la sœur de Chloé, m'a appelée. Madame Garnier, je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Chloé, elle ne va pas bien. Vraiment pas bien. Je suis désolée. Elle a perdu son travail. Elle a rompu avec un homme qu'elle fréquentait depuis 2 mois. Elle vit chez mes parents, mais ça ne se passe pas bien. Ma mère en a assez de ses caprices, de ses exigences. J'ai écouté, sans rien dire. Elle est seule, Madame Garnier. Vraiment seule. Parce que tout le monde autour d'elle s'est rendu compte de qui elle était vraiment. Et personne ne veut plus être proche d'elle. C'est triste. Oui, mais c'est aussi juste, non? Peut-être. La vie a une drôle de manière de rendre ce qu'on lui donne. Vous ne trouvez pas? Oui, Élise, je trouve. Je voulais juste que vous sachiez que vous ne l'aviez pas détruite, Madame Garnier. Elle s'est détruite elle-même. Merci de me le dire. Après cet appel, je suis restée longtemps assise, à réfléchir, à cette jeune femme qui avait tout voulu, tout contrôlé, tout possédé, et qui se retrouvait avec rien. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Non, plutôt une forme de tristesse, parce que Chloé aurait pu être différente. Elle aurait pu être gentille, accueillante, respectueuse, et tout aurait été différent. Mais elle avait choisi l'orgueil, la cruauté, le mépris. Bon, et la vie, comme toujours, avait fini par lui présenter la facture. Juillet est arrivé. Quentin m'a proposé de déjeuner chez lui. Rien d'extraordinaire, maman, juste un déjeuner simple. J'aimerais que tu vois où je vis maintenant. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai accepté. Le dimanche suivant, je suis allée chez lui. Un petit appartement, 2 pièces, dans le 20e. Simple, propre, mais modeste, très modeste. Rien à voir avec l'appartement du Marais. Rien à voir avec les rêves de terrasse et de vie bourgeoise. Il m'a ouvert, nerveux. Entre, maman. Je suis entrée. L'appartement sentait le propre, le café. Il avait tout rangé, tout préparé. Sur la petite table, il y avait des assiettes, des couverts, des serviettes en tissu et un bouquet de roses blanches, mes préférées. C'est joli, Quentin. Et c'est petit, mais c'est à moi. Enfin, je loue, mais c'est le mien. Il a souri, timidement. Et surtout, personne ne me dit comment le décorer. J'ai ri, doucement. On a déjeuné. Il avait préparé une quiche, une salade, un gâteau au chocolat. Rien d'extraordinaire, mais tout était fait avec soin, avec amour. On a parlé de son travail, de mes projets d'écriture, de la vie. Et à un moment, il a dit « Maman, je voulais te dire quelque chose. Oui, je suis heureux. » J'ai levé les yeux. « Vraiment ? Oui, vraiment. Je vis seule. J'ai moins d'argent, moins de confort, mais je dors mieux, je respire mieux, je me sens libre. Libre de quoi? Libre des attentes, des jugements, des pressions. Libre d'être moi. J'ai senti les larmes monter. Je suis fière de toi, mon chéri. C'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Tu as choisi d'apprendre. Tu as choisi de changer. Il a tendu sa main vers la mienne. J'ai choisi de ne plus perdre ce qui compte vraiment. On est resté comme ça, main dans la main, à cette petite table, dans ce petit appartement. Mais le cœur plein. Août est arrivé. Avec lui, des nouvelles. Encore une fois, par Élise. Chloé s'était installée dans le sud de la France, chez une tante, loin de Paris, loin de tout. Elle avait coupé les ponts avec la plupart de ses amis, avec sa famille. Elle vivait, recluse, amère, seule. Elle parle de vous, parfois, m'a dit Élise au téléphone. Ah oui? Elle dit que vous aviez raison, que tout ce qui lui arrive, c'est ce qu'elle mérite. Je ne souhaite pas son malheur, Élise. Je sais, mais la vie, elle a sa propre justice, non? Oui, elle l'a. Septembre est arrivé. Avec lui, une surprise. Quentin m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Claire. Elle est architecte. Elle a 42 ans. Elle est différente. Différente comment? Gentille, simple. Elle ne demande rien. Elle ne juge pas. Elle m'accepte comme je suis. Je suis contente pour toi. Tu voudrais la rencontrer? J'ai hésité. Pas tout de suite, mais oui, un jour. D'accord, quand tu seras prête. Octobre est arrivé. 1 an après le mariage. 1 an après cette soirée où tout avait basculé. J'ai relu mes textes, ceux de l'atelier d'écriture, et j'ai réalisé quelque chose. J'avais survécu. Plus que ça. J'avais grandi. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus entier. Un soir, j'ai appelé Quentin. « Allô, maman? Quentin, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute, je te pardonne. » Silence, long, puis sa voix brisée. « Vraiment? Oui, vraiment. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tout est oublié, mais parce que je ne veux plus porter cette colère, je ne veux plus porter cette douleur.
Maman, je te pardonne, Quentin. Et je me pardonne aussi pour avoir trop donné, pour m'être trop effacé, pour avoir cru que l'amour maternel devait tout accepter. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Et cette fois, c'est un amour différent, plus sain, plus équilibré. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Non, mon chéri. Le plus beau cadeau, c'est celui que tu t'es fait à toi-même. Tu as appris, tu as grandi, tu es devenu un homme. On a pleuré, tous les deux, au téléphone. Mais c'était des larmes de guérison, de libération, de paix. Novembre est arrivé. Un matin, en me promenant près de chez moi, j'ai croisé une femme, la soixantaine. Élégante, elle m'a souri. « Excusez-moi, vous êtes bien Mathilde Garnier ?»« Oui, j'étais au mariage de votre fils, l'année dernière. » Mon cœur s'est serré. « Ah, je voulais vous dire que ce soir-là, quand vous vous êtes levé, vous avez changé quelque chose en moi. » J'ai froncé les sourcils. « Vraiment ? Oui, moi aussi j'ai une belle-fille difficile. Moi aussi, je me suis toujours tue, toujours effacée. Mais après ce soir-là, j'ai commencé à dire non, à poser des limites. Et ma vie a changé. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci de me le dire. Non, merci à vous, pour votre courage. » Et elle est partie. Et je suis restée là, sur ce trottoir, réalisant quelque chose d'incroyable. Ma douleur n'avait pas été vaine. Mon histoire avait touché des gens, avait changé des vies. Et c'était immense. Décembre est arrivé. Le premier anniversaire du mariage approchait. Quentin m'a invité à dîner. Chez lui, avec Claire. J'ai accepté. Ce soir-là, j'ai rencontré cette femme. Claire, cheveux châtains, sourire doux, regard franc. Elle m'a serré la main. « Madame Garnier, je suis heureuse de vous rencontrer. Quentin m'a beaucoup parlé de vous. Appelez-moi Mathilde. » On a dîné, simplement. Claire a cuisiné. Un pot-au-feu, réconfortant, chaleureux. Et pendant tout le repas, j'ai observé la manière dont elle regardait Quentin, avec tendresse, avec respect. La manière dont elle me parlait, sans artifice, sans faux semblant. À la fin du dîner, elle s'est levée pour débarrasser. Quentin l'a rejointe dans la cuisine. Je les ai entendus rire, doucement, complices. Et j'ai su, cette fois, Quentin avait choisi la bonne personne. Quand je suis partie, Claire m'a embrassée. « J'espère qu'on se reverra, Mathilde. » Moi aussi. Et je le pensais vraiment. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient. La vie continuait. Et moi aussi. Différente, plus forte, plus libre. Parce que j'avais compris quelque chose. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Chloé avait donné du mépris. Elle récoltait la solitude. J'avais donné de la dignité. Je récoltais la paix. Et c'était la plus belle des justices. 2 ans ont passé depuis ce mariage. 2 ans depuis cette soirée où j'ai cru perdre mon fils. 2 ans depuis que je me suis levée dans ce château. Et aujourd'hui, en repensant à tout cela, je réalise quelque chose. Ce soir-là, je n'ai pas perdu mon fils. Je me suis trouvée moi. Il a fallu du temps, de la patience, de la douleur aussi. Beaucoup de douleur. Mais aujourd'hui, je peux dire avec certitude, j'ai survécu. Plus que ça. J'ai vécu, vraiment vécu. Quentin et moi, on se voit régulièrement maintenant. 2 fois par mois. Parfois chez lui, parfois chez moi. Toujours avec Claire, cette femme douce, intelligente, qui a appris à m'appeler par mon prénom. Qui ne me voit pas comme une menace, mais comme une alliée, une complice, parfois même une amie. Il y a 6 mois, ils m'ont annoncé qu'ils se mariaient. Mon cœur s'est serré. Pas de peur, pas d'angoisse, juste une émotion profonde. Quentin m'a regardé avec inquiétude. « Maman, ça va ? » « Oui, mon chéri, je suis heureuse pour vous. Tu viendras cette fois ?» J'ai souri. « Bien sûr que je viendrai. Si vous m'invitez. » Claire a pris ma main. « Mathilde, vous serez au premier rang, à la place d'honneur, parce que c'est votre place. » Les larmes ont coulé, doucement, sans honte. « Merci. » Le mariage a eu lieu en avril, dans une petite mairie de village, en Normandie, près de la mer. Rien d'extravagant. 20 personnes, des intimes, des vrais amis, de la vraie famille. Ce matin-là, j'ai mis une robe bleue, simple, élégante. Quentin est venu me chercher. Il m'a tendu son bras. « Tu es magnifique, maman. Toi aussi, mon chéri. » On est entrés ensemble dans cette petite mairie. Et tout le monde s'est levé. Pour nous, pour moi. J'ai été conduite au premier rang, juste à côté de la mère de Claire. Une femme chaleureuse qui m'a souri. « Vous devez être tellement fière. » Je le suis. La cérémonie a été simple, touchante. Claire portait une robe crème, légère, sans artifice. Elle était belle, vraiment belle. Pas de cette beauté froide et calculée,
mais de cette beauté qui vient de l'intérieur. Quand le maire a demandé s'ils se promettaient fidélité, amour et respect, ils ont tous les deux répondu oui, d'une voix claire, assurée. Et j'ai su. Cette fois, c'était vrai. Cette fois, c'était juste. À la fin de la cérémonie, Quentin s'est tourné vers moi. Il s'est approché. Et devant tout le monde, il a dit « Maman, merci. Pour tout, pour m'avoir élevé, pour m'avoir aimé, pour m'avoir pardonné, et surtout, merci de m'avoir appris à me relever. » Il m'a embrassé, longtemps, et toute la salle a applaudi, pas par politesse, non, par émotion. Vrai, sincère. La réception a eu lieu dans un petit restaurant en bord de mer. On a mangé des fruits de mer, du poisson frais, on a bu du champagne. On a ri, beaucoup. À un moment, Claire s'est levée pour faire un discours. Je voulais remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, et particulièrement Mathilde. Tous les regards se sont tournés vers moi. Quand j'ai rencontré Quentin, il était perdu, blessé, fermé. Il portait une culpabilité immense, et petit à petit, j'ai compris pourquoi. Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Il m'a raconté ce qui s'était passé, ce mariage, cette humiliation, cette rupture. Et j'ai pensé, quelle femme courageuse. Sa voix tremblait légèrement, parce qu'il faut du courage pour dire non, pour poser des limites, pour refuser d'être traité comme rien. Et vous l'avez fait, Mathilde. Vous avez montré à Quentin ce qu'était le respect, la dignité, l'amour vrai. Les larmes coulèrent sur mes joues. Alors merci. Merci d'avoir élevé l'homme que j'aime. Merci de lui avoir appris à aimer vraiment. Et merci de m'accueillir dans votre famille. Et Salarter fait son verre. À Mathilde. À la femme la plus forte que je connaisse. Tout le monde a fait son verre. À Mathilde. Et j'ai pleuré. Mais c'était des larmes de joie, de gratitude, de paix. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à tout. À ce long chemin. À cette douleur immense. À cette reconstruction. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. On ne grandit pas dans le confort, on grandit dans l'épreuve. Et parfois, perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, 2 ans de plus qu'au moment de ce mariage catastrophique. Mais je me sens plus jeune, plus vivante, plus libre. J'ai continué mon atelier d'écriture. Et j'ai même publié un recueil de nouvelles, Lettres à une mère invisible, des histoires de femmes, de mères, qui se sacrifient, qui s'effacent, qui apprennent à se respecter. Le livre a eu du succès, modeste, mais réel. Des femmes m'écrivent, pour me remercier, pour me dire « Votre histoire m'a aidé ». Et ça n'a pas de prix. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. C'était Chloé. « Madame Garnier, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous devriez la lire, mais j'avais besoin de l'écrire. Je vis dans le sud maintenant, loin de Paris, loin de tout ce qui me rappelle ce que j'ai fait. Je ne vais pas bien. Je ne dirai pas que je suis heureuse, mais je suis consciente de mes erreurs, de ma cruauté, de mon orgueil. J'ai tout perdu, Madame Garnier. Mon mari, mon travail, mes amis, ma famille. Et vous savez quoi? Je le mérite. Pendant longtemps, j'ai voulu vous blâmer, vous dire que c'était de votre faute, que vous aviez détruit mon mariage. Mais la vérité, c'est que je l'ai détruit moi-même, par ma jalousie, par mon besoin de tout contrôler, par mon incapacité à partager. Ce soir-là, au mariage, quand j'ai dit ces mots, je pensais que c'était drôle, que c'était léger, que tout le monde rirait et que ça passerait. Mais je vous ai brisé. Je le sais maintenant. Et je m'en veux. Chaque jour, chaque nuit. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris, que la vie m'a appris, à mes dépens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Madame Garnier. Vous l'avez mérité. Chloé. J'ai replié la lettre, lentement, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu, parce que je n'avais rien à lui dire. Ni pardon, ni rancune. Juste de l'indifférence, paisible, détachée. Chloé devait faire son chemin, comme Quentin, comme moi. Et ce chemin, elle devait le faire seule. La semaine dernière, Quentin et Claire sont venus dîner chez moi. Ils m'ont annoncé qu'ils attendaient un enfant, un petit garçon. Mon cœur a explosé de joie. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Claire a souri. On voulait vous demander quelque chose, Mathilde. Quoi donc? Est-ce qu'on peut l'appeler Henri, comme le père de Quentin? J'ai porté ma main à ma bouche. Les larmes ont coulé. Vous feriez ça? Oui, parce que même si on ne l'a pas connu, Henri fait partie de notre histoire, de votre histoire, et on veut honorer sa mémoire. Ah, j'ai serré Claire dans mes bras, longtemps. Merci, merci infiniment. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre. J'ai regardé les lumières de Paris, et j'ai pensé à Henri, mon mari, disparu depuis 13 ans, et je lui ai parlé, silencieusement,
Tu vois, mon amour, notre petit-fils portera ton nom. Notre histoire continue. J'ai souri, dans le noir, seul, mais pas vraiment. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. On n'est jamais vraiment seul quand on a aimé, quand on a donné, quand on a laissé une trace. Aujourd'hui, quand je repense à ce mariage, je ne ressens plus de colère, ni de tristesse, juste de la gratitude. Oui, de la gratitude, parce que cette épreuve m'a appris, elle m'a transformé, elle m'a libéré. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer l'amour, qu'on ne peut pas acheter le respect, qu'on ne peut pas s'effacer pour faire plaisir. J'ai appris que dire non, ce n'est pas être cruel, c'est être juste envers soi-même, envers les autres. J'ai appris que l'amour maternel, aussi profond soit-il, ne doit pas être inconditionnel dans le sens de tout accepter. Non, l'amour maternel doit être exigeant, exigeant de respect, exigeant de dignité, exigeant de justice. Parce qu'un enfant qui ne respecte pas sa mère ne respectera personne. Et une mère qui ne se respecte pas ne peut rien transmettre de solide. Alors oui, ce mariage a été une catastrophe, mais il a aussi été une renaissance, la mienne. Aujourd'hui, je vis pour moi. J'écris, je voyage, je ris avec mes amis, je vois mon fils, j'accueille ma belle-fille, j'attends mon petit-fils. Et je suis heureuse, vraiment heureuse. Pas de ce bonheur factice qu'on affiche sur les photos. Non, d'un bonheur profond, serein, ancré. Le bonheur de celle qui sait qui elle est, de celle qui n'a plus peur de dire non, de celle qui a compris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Chloé m'a donné du mépris. La vie lui a rendu la solitude. Quentin m'a donné de l'humiliation. La vie lui a donné une leçon, douloureuse, nécessaire, salvatrice. Et moi, j'ai donné de la dignité. J'ai refusé de m'effacer. J'ai choisi de me respecter. Et la vie m'a rendu la paix, l'amour de mon fils, retrouvé, réinventé, plus sain, une belle fille aimante, un petit-fils à venir, des amis fidèles, une passion pour l'écriture. Et surtout, moi-même. Alors si mon histoire vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous aussi vous vous êtes effacé, si vous aussi on vous a manqué de respect, si vous aussi vous avez cru que l'amour c'était tout accepter, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'exiger le respect. Vous avez le droit de partir, de vous lever, de refuser. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas aimer vraiment si on ne s'aime pas d'abord soi-même. On ne peut pas donner si on est vide. On ne peut pas respecter les autres si on ne se respecte pas. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette situation, si quelqu'un vous traite comme si vous étiez invisible, comme si vous étiez de trop, comme si vous ne comptiez pas, levez-vous, parlez, agissez, parce que vous comptez, vous existez, et vous méritez le respect, toujours, partout, par tout le monde, y compris par vos propres enfants. Je m'appelle Mathilde Garnier, j'ai 70 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la douleur, quand elle nous transforme, n'est jamais vaine. Elle devient sagesse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.